Donc ça tourne quand vous voulez, messieurs. Donc j'appuie sur mon bouton pour que... Alors Marion. Alors, donc je suis avec Pascal Bouchard, qui est journaliste, ancien professeur agrégé de lettres, directeur du site Tout Éduc et ami de Philippe Mérieux. Et je suis pour ma part professeur de lettres et membre du comité de l'APL, qui est l'association des professeurs de lettres. Donc je vais introduire un petit peu le débat. Le débat sur l'école est selon moi bloqué depuis plusieurs décennies dans une impasse. On a voulu faire croire qu'il y avait un débat entre républicains et pédagogistes. Moi je pense qu'en fait ce débat a bloqué le débat, le vrai débat sur l'école. Notamment depuis la réforme Abi, l'institution scolaire a été profondément réformée dans ses prérogatives, dans ses missions, dans ses conditions, etc. On parle souvent des débats houleux donc entre républicains et pédagogistes, mais la réforme s'est en réalité, selon moi, passée en silence. C'est-à-dire que globalement, l'école, l'institution a appliqué progressivement les réformes et les profs et les syndicats, les IPR, c'est-à-dire les inspecteurs, la hiérarchie, a globalement appliqué la réforme pédagogique, la réforme institutionnelle, de la pensée réformiste dans l'institution depuis 30 ans. Ça s'est accompli, même si on pense qu'il y a eu des débats. En fait, il n'y a pas eu de débat actif au niveau politique dans l'institution. Donc on a massifié l'école, on a massifié l'entrée dans les niveaux scolaires, on a modifié substantiellement les contenus d'enseignement dans le sens d'un nivellement régressif, ce que j'appelle un nivellement régressif, vers le bas des connaissances et des compétences académiques exigées pour poursuivre les cursus. Autrement dit, pour permettre à des masses d'accéder à marche forcée au même niveau qu'une cohorte précédente qui, elle, était sélectionnée suivant une méthode classique, eh bien, il a fallu nécessairement baisser le niveau général d'exigence pour faire entrer des cohortes entières dans un niveau de manière égalitaire. On a cru qu'il fallait que les enfants entrent en masse au même niveau scolaire. Donc la situation actuelle, pour moi, c'est qu'il y a 80% d'une classe d'âge qui est au niveau du bac, selon ce que voulait Chevènement. Bon. Et donc le niveau du bac ne veut plus rien dire du tout, puisqu'il n'est attesté par aucune institution universitaire ou intellectuelle ou scolaire, puisque en fait le bac est quelque chose que l'on donne et quelque chose que l'on passe, et non pas quelque chose qui est dans l'ordre de la reconnaissance des connaissances et des savoirs académiques reconnus. Les diplômes supérieurs eux-mêmes, par voie de conséquence, ne peuvent pas non plus dire grand-chose aujourd'hui. Les filières supérieures qui accusent les meilleures réussites restent les filières sélectives, sur concours méritocratique, que ce soit égalitaire ou pas au niveau social, au niveau même ethnique, si vous voulez. Enfin, il y a une certaine inégalité de fait. Mais est-ce qu'il faut remettre en cause la méritocratie pour autant? Je ne crois pas. La masse des élèves, évidemment, montre objectivement une chute du niveau, c'est-à-dire les élèves ne connaissent plus grand-chose à la culture générale, à la culture scientifique, à la pratique de la langue, mais également en termes de connaissances, je dirais, de connaissances du pays. Les élèves, les enfants, les adolescents ne connaissent plus le monde, le pays dans lequel ils vont vivre. Ils connaissent mal les départements, les régions de France, etc. Voilà. Je passe là-dessus. Je vais essayer d'aller vite. Et donc je vais aller à un point qui est pour moi essentiel, c'est qu'on est passé au niveau des connaissances et compétences, pour restreindre le débat là-dessus. Les connaissances et les compétences des élèves se sont diversifiées, effectivement. Elles sont devenues de nature instable et variable en même temps. Donc on est passé de connaissances restreintes, élémentaires, structurées et solides, qu'on exigeait dans l'école classique jusqu'aux années 50, en gros. Eh bien, on est passé vers des connaissances floues, dispersées, déstructurées et instables. C'est-à-dire les enfants, les élèves, les adolescents connaissent des choses, mais de manière floue, dispersée, diverse, déstructurée et instable. Donc, je m'arrêterai là-dessus.
Et avant de vous laisser la parole, je voulais juste dire que je suis conscient que tout débat entraîne la radicalisation des positions de manière parfois artificielle, donc on va essayer de jouer le jeu, même si évidemment on ne s'oppose pas jusqu'à s'entretuer. Voilà, je vous laisse la parole. Nous n'allons pas nous entretuer, d'autant que nous sommes d'accord sur un certain nombre de points. Il n'y a pas eu de vrai débat sur l'école. Je vous le concède volontiers. J'estime, et c'est une des thèses que je soutiens dans mon dernier ouvrage, que nous ne sommes pas dans un État démocratique qui permet réellement le débat. La transformation de l'école s'est faite sans que nous ayons les moyens d'une discussion politique. Au plan idéologique, nous avons deux écoles qui se sont opposées, mais qui n'ont jamais débattu entre elles et qui ne se lisent pas et qui ne se connaissent pas. Si l'on prend du côté des républicains, entre guillemets, si vous prenez des gens qui ont fondé ce mouvement, comme Jacques Modigliani, l'ancien doyen de l'inspection générale de philosophie, comme Jacques Billard, comme Henri Pénard-Ruiz, combien d'entre eux ont lu les livres de Mérieux, par exemple? Pour prendre un exemple énorme, puisque Mérieux, c'est la pointe émergée d'un immense continent, celui des sciences de l'éducation. Il y a des milliers de gens qui travaillent et qui travaillent très sérieusement. Donc, si je prends par exemple le livre L'école et son double de Nathalie Bull, qui est chercheuse au CNRS, est sans doute une des personnes à peu près sérieuses dans ce monde des républicains ou des antipédagogues, entre guillemets. Le seul livre de Mérieux qu'elle cite en biblio et qu'elle cite dans son livre, c'est celui que Philippe a fait avec Marc Viraud, journaliste, un livre à quatre mains, assez mauvais, un livre de circonstances, et jamais le grand livre de Mérieux qui est Le choix d'éduquer. Elle ne connaît pas bien son sujet. Ça, c'est une chose qui est très frappante. Il y a un nombre immense de gens qui ne sont pas sérieux parmi les républicains. Bon, on peut citer les Machineau, les Brigelli, un certain nombre de pamphlétaires qui se complaisent dans des formules à l'emporte-pièce et qui n'examinent pas les faits. Mais si l'on prend même des gens sérieux comme Nathalie Bull, on n'a pas vraiment un travail sérieux de lecture des pédagogues par les antipédagogues. Mais l'inverse est vrai aussi. À part Mérieux qui a inscrit Modigliani dans sa bibliographie, la bibliographie qu'il donnait à ses étudiants, très peu de gens, je crois que je suis un des seuls à avoir essayé de lire sérieusement, à fond, et d'essayer de comprendre pourquoi des théories qui ne tiennent pas la route philosophiquement. Modigliani, il avait beau être doyen de l'inspection générale de philosophie, c'était pas un très grand philosophe. Pourquoi des théories aussi faibles intellectuellement prennent le pas dans des salles de profs qui sont quand même un des lieux en France où il y a le plus d'intelligence au centimètre carré. Donc j'essaye de comprendre ce paradoxe, mais je suis l'un des seuls. J'ai un ami journaliste au Monde, Luc Sédel, qui fait aussi ce travail, vraiment sérieusement. Mais nous sommes peu nombreux à essayer de comprendre et à lire. Il n'y a pas de dialogue entre les deux écoles. Alors maintenant, vous dites l'administration a joué le jeu de la réforme. Bah oui, l'administration, elle est faite pour ça. Quand vous avez un ministre élu démocratiquement, qui a une légitimité démocratique et qui décide que, l'administration est faite pour mettre en musique les décisions du ministre, que ça lui plaise ou non. Dans l'administration de l'éducation nationale, que je connais relativement bien, il y a de tout. Il y a des pédagogues, il y a des antipédagogues. Il y a vraiment de tout. Un jour, ils ont comme ministre Savary. Le lendemain, ils ont Chevènement. Ils passent de l'un à l'autre et ils font ce qu'ils peuvent en tant que loyaux serviteurs de l'État. Ils font ce qu'ils peuvent dans des situations difficiles. Alors là où nous ne sommes absolument pas d'accord, c'est la description que vous faites du niveau. Il est extrêmement difficile de dire si le niveau monte ou baisse et d'essayer d'avoir une vision un petit peu objective du niveau. Si on prend, on peut prendre le sentiment des gens. Le sentiment des gens varie terriblement en fonction de la position dans laquelle ils sont. Et puis c'est difficile, les témoignages. Vous savez, si on s'en réfère aux témoignages des gens, à ce que les gens voient, pensent, réalisent immédiatement, la Terre est plate et le Soleil tourne pourtant autour. Bon.
Donc on ne peut pas se contenter du témoignage des enseignants, même si on doit les prendre en compte. Ce que l'on sait de façon à peu près certaine, c'est que nous avons, c'est ce que disent Tello et Forestier, qui sont, je ne sais pas s'ils sont de très bons statisticiens, mais apparemment ce sont parmi les meilleurs que nous ayons. Moi je ne suis pas un spécialiste des statistiques, je suis bien obligé de croire à certains moments ce que disent les gens à peu près sérieux. Nous avons une école qui fonctionne extrêmement bien, ou plutôt bien, pour une bonne moitié des élèves, et une école qui fonctionne mal pour l'autre moitié. Mon sentiment personnel est double. Le premier, c'est que un certain nombre de ceux qui disent que le niveau baisse ferait bien de regarder un peu la poutre qui est dans leur œil. Je connais certains hauts personnages qui parlent avec un ton très assuré. J'ai eu l'occasion de lire les manuscrits et j'ai pu m'apercevoir que leur orthographe était loin d'être irréprochable. Le niveau, le rapport de la société avec la langue, puisqu'on parle souvent de l'orthographe, est quand même un rapport très difficile. Si vous allez sur France Culture, écoutez bien France Culture pendant une journée, vous verrez le nombre d'intellectuels, d'universitaires, d'écrivains, d'artistes, etc., qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, et qui ne savent pas ce que c'est qu'une interrogative indirecte. Donc le niveau des élites, et des élites, je parle de gens qui ont 50, 60 ans, qui ne sont pas des victimes de la réforme ou des méthodes modernes. Le niveau des élites en lui-même fait question. Mon sentiment, après avoir embauché plusieurs jeunes gens dans une entreprise de presse, alors que j'étais responsable de la rédaction, c'est que le niveau monte d'une façon formidable pour une petite frange de la population. Il est vraisemblable également que le niveau global de la population monte. Les taux d'analphabétisme baissent, ils sont très importants chez les plus de 50 ans, ils sont beaucoup moins importants chez les plus de 30 ans. Ils sont moins importants, il n'en reste quand même pas moins tout à fait inquiétants. Ils sont aux environs de 30-35% dans la catégorie des 30-40 ans. Si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas les statistiques exactes en tête. Le niveau monte, il ne monte pas assez, il ne monte pas bien, et effectivement, nous avons parfois, ça dépend des secteurs, ça dépend beaucoup de ce qui s'est passé, nous avons parfois des connaissances qui ne sont pas très bien structurées, qui ne sont pas très bien assurées, pour lesquelles il a manqué des moments de ce que les pédagogues appellent la métacognition, c'est-à-dire un moment où l'élève se dit, en fait, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment l'ai-je appris? Pourquoi l'ai-je appris? Dans quel sens ça va? Comment est-ce que je peux organiser tout cela? Il manque sans doute ces moments-là qui ne sont pas suffisamment organisés. Alors, je vais essayer de répondre sur quelques points pour faire avancer le débat. Les deux écoles dont on parlait, l'opposition fameuse républicain-pédagogue, pédagogiste, deux écoles qui ne se connaissent pas. Alors c'est partiellement, évidemment partiellement vrai, partiellement faux. C'est partiellement vrai, pourquoi? Parce que les républicains, ils héritent d'une tradition académique classique, qu'ils exploitent en tant qu'elle est académique et classique, en tant qu'elle est déjà riche d'une culture humaniste, qu'ils héritent. Et donc ils n'ont pas à la... Si vous voulez, ils n'ont pas à l'exploiter comme industriellement. Ils ont à l'hériter et à la cultiver de manière respectueuse. Donc ils héritent d'une culture scolaire, la culture académique, la culture universitaire, la culture humaniste, Montaigne, Voltaire, Lagarde et Michard, etc. Bon. Donc il ne... Excusez-moi, vous mettez Lagarde et Michard sous le même pied d'égalité oui. Avec Montaigne et Voltaire. Alors là, excusez-moi, mais vous faites fort. Je précise mon idée. Mon idée, c'est que les auteurs classiques se considéraient eux-mêmes comme des héritiers d'une culture qu'ils encadraient à leur tour et dont ils léguaient le cadre
à la génération suivante. Et c'est ça une culture classique, c'est une culture qui est cadrée, qui est repensée à travers un même cadre, un cadre qui se transmet, donc c'est la transmission, cette fameuse transmission, une sorte de tradition culturelle. Donc après, il y a les pédagogistes qui arrivent, qui sont issus de pensées, de recherches scientifiques, psychologiques, sociales, sociologiques, etc. Et ces deux traditions ont essayé d'être en relation avec Durkheim, par exemple, mais elles ont divergé, c'est-à-dire qu'il y a une divergence. Divergence de ceux qui héritent avec ceux qui veulent changer les structures. Changer les structures. Donc, soit on hérite des structures, soit on les change. Et donc, quand vous avez des professeurs qui sont républicains, classiques, académiques, ils se disent pourquoi je dois changer d'une structure, puisque le but même de mon métier, c'est de léguer une structure de pensée, une structure culturelle, une structure académique de pensée. Voilà, de réflexion, de philosophie, littérature et même de culture scientifique. Que je connais moins, donc évidemment. Vous permettez que je vous demande de préciser? Si vous voulez. Non, je ne vous réponds pas, je vous demande de préciser. Quand vous dites structure, vous pensez structure de la connaissance ou vous pensez structure du système scolaire? Vous pensez structure du cadre de cette transmission ou vous pensez à la transmission elle-même? Je pense qu'on a plutôt d'abord commencé par les structures des connaissances, c'est-à-dire on a voulu adapter dès les années 50-60, une manière de transmettre les connaissances en atténuant les structures. Bref, mais ça allait de pair, de concert, avec une réforme des structures, des collèges uniques des années 70. Le plan Langevin-Wallon, fin des années 40, qui n'a pas été appliqué, mais dont les principes ont inspiré les réformes à partir des années 60, à partir donc du règne de De Gaulle, de l'ère De Gaulle, qui a laissé les principes du plan Langevin-Wallon diriger les politiques scolaires, dans une pensée très réformiste, voilà. Donc, que les deux écoles dont vous parliez ne dialoguent pas est à la limite inhérent à leur pensée propre, c'est-à-dire que la pensée républicaine ou classique hérite et transmet une structure culturelle, humaniste, didactique, tandis que l'école réformiste veut refonder l'école sur un autre. C'est pas table rase, c'est refonder il y a quand même quelque chose de la table rase, c'est-à-dire il faut déstructurer et restructurer. Tandis que, évidemment, voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Alors, allez-y. La culture, évidemment, elle est là. Et que je sois pédagogue ou anti-pédagogue, si je suis prof de français, je fais lire à mes élèves Montaigne et Racine. J'ai été prof de lettres et je l'ai fait et j'y tenais beaucoup. Et je faisais écrire à mes élèves de 4e des romans. Je les mettais en petits groupes, je leur faisais écrire des romans, donc j'étais plutôt dans l'innovation sur le plan du travail de l'écriture, du comment les amener à écrire, à aménager des récits. Je cherchais des solutions novatrices, et à côté de ça, je leur faisais lire le Cid, que cela leur plaise ou non. Donc, je ne crois pas qu'il y ait cette opposition. En revanche, là, je crois qu'effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Les pédagogues posent deux questions. Tous. Petit a, comment faire pour que cet héritage, cette transmission, soit effectivement transmise à tous? Je cite ici le collège, lycée élitaire pour tous de Grenoble. C'est bien, qui peut être considéré comme une des expressions du pédagogisme, si vous tenez à ce mot, c'est bien cette idée que tous les élèves, tous les gens doivent avoir accès à Corneille, à Racine, au théorème de Pythagore, parce que ce sont des fondements de l'humanité et c'est ce qui va leur permettre de fonder leur humanité. Première question. Deuxième question que pose, je crois, enfin en tout cas que je pose moi et que posent beaucoup de pédagogues, mais pas tous, c'est de savoir ce qui fonde l'autorité. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est une œuvre? Alors,
c'est vrai que s'agissant de Racine ou de Montaigne, c'est pas trop difficile. Encore que pour Racine, nous n'avons pas de problème avec Andromaque ou avec Phèdre. Ce sont des chefs-d'œuvre absolus. Nous n'avons pas de problème avec... nous en avons peut-être un peu plus avec la Thébaïde ou avec les plaideurs. Objectivement, les plaideurs, c'est quand même une assez mauvaise pièce. Si vous prenez Molière, Tartuffe est un chef-d'œuvre absolu et ça fait évidemment partie du patrimoine. Est-ce que vraiment les deux premières scènes de l'Avare sont si bonnes que cela? Ça se discute. Est-ce que, à partir de quand peut-on commencer à discuter? À partir de quand peut-on commencer à introduire de l'esprit critique? Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est une œuvre? Est-ce parce que le prof l'a décidé, parce que Lagarde et Michard l'ont décidé, ou est-ce parce que moi, jeune gamin de 12 ou de 14 ans, je me reconnais en elle, je reconnais quelque chose de l'humanité qui passe à travers elle, ou parce que, à travers un théorème de Pythagore ou d'un autre, je reconnais cet effort de l'humanité pour comprendre le monde auquel j'appartiens. Là, on a quelque chose qui refonde l'autorité. Et je crois qu'on touche là, au fond, à ce qu'il y a de plus important dans notre débat, c'est de savoir ce qui fonde l'autorité. C'est un débat difficile. Pour ce que j'en ai compris, je ne suis pas philosophe, mais pour ce que j'en ai compris, c'est un débat qui a opposé Hannah Arendt à Habermas, ou plutôt Habermas à Hannah Arendt, pour le prendre dans l'autre sens. C'est un débat complexe, et c'est un débat nécessaire. Il y a un a priori de l'autorité, mais pas toujours un a posteriori. Qu'il s'agisse de l'autorité de l'œuvre ou de l'autorité de l'enseignant. Mais peut-être avez-vous envie de répondre, je veux respecter les équilibres de temps. Bon, je vais revenir progressivement à ce dont vous traitez. Je vais revenir aux deux écoles dont vous parliez tout à l'heure. Donc il y a eu Cambouchenet, Denis Cambouchenet, Oui. qui est au départ donc, philosophe, professeur de philosophie à Sorbonne, je crois. Spécialiste de Descartes. Spécialiste de Descartes. Président du jury d'agrégation. De philosophie. Et donc, c'est a priori un républicain ou alors un classique, on va dire, Oui. qui a analysé la pensée de Philippe Mérieux et qui en a fait un livre en 2000. C'est l'école. Une école contre l'autre. Une école contre l'autre. Donc voilà, dans ce livre, j'ai parcouru et lu en substance le livre. Il concède énormément de choses à Philippe Mérieux. Et j'ai entendu certains amis à moi, plutôt a priori républicains, dire que ce livre, mais il réfute totalement Mérieux. Moi je l'ai lu, il ne réfute pas Mérieux, enfin, il concède plein de choses à Mérieux, il reprend surtout des outils didactiques, de réflexion didactique et de réflexion sur l'institution scolaire à Mérieux, il les reprend et les réutilise. Il les réutilise lui-même, donc il ne réfute pas ces outils puisqu'il les réutilise. Et par ailleurs, au niveau du républicanisme, ce bouquin n'est pas du tout républicaniste, il ne parle du caractère républicain de l'école qu'à la toute fin. Donc il passe totalement à la trappe ce problème qui est sans doute fondamental puisque c'est quand même l'école publique, donc l'école de la République. Puisque si on est prof, on est employé par la République. Donc moi personnellement, je ne suis pas républicain au départ. Je suis un citoyen né avec une culture, avec des croyances, avec une identité, une ethnie, etc. Et je m'intègre à l'espace public qui s'appelle la République française. Mais je deviens prof, je suis donc employé par la République française. Donc mon contrat de travail, c'est Condorcet. Mon contrat de travail, c'est les principes républicains tels que les ont exposés, on va dire, sur l'éducation, les auteurs, Condorcet et même... je ne me rappelle plus du nom de cet autre plan sur l'éducation de l'époque, mais je l'ai aussi consulté, donc je les consulte. Et le problème, c'est que dans l'école d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de Condorcet. Donc, et Cambouchenet, alors je finis sur Cambouchenet. Cambouchenet n'a rien de républicain. Il est censé avoir réfuté, lui, Mérieux, mais je ne trouve pas de réfutation de Mérieux dans son livre. Et je ne trouve rien de républicain ou de classique dans son livre. Et je pense, pour moi, Cambouchenet, c'est un échec.
Donc après, je ne veux pas faire de Cambouchet celui qui aurait dû pourfendre le pédagogisme. Ça, mais ceux qui m'ont dit ça m'ont un peu trompé sur le sujet. Donc répondez si vous voulez ça. Oui, je connais assez bien Denis Cambouchner. Je ne dirais pas que c'est un ami proche, mais je le connais bien. C'est quelqu'un qui a tout un itinéraire intellectuel qui fait que c'est un défenseur de la tradition, de la philosophie, de la Sorbonne, et à ce titre, il s'est senti interpellé par les pédagogues. Il a commencé à lire Mérieux, il a sorti un premier livre, et puis il s'est peut-être rendu compte que c'était encore un peu plus compliqué qu'il ne le pensait. Il a organisé un grand colloque à la Sorbonne sur culture académique et culture scolaire, et c'est quelqu'un qui travaille le concept même de culture, savoir ce que c'est que la culture. Et le résultat de tous ces travaux, si j'ai bien compris, pour le dire de façon très caricaturale, c'est qu'on ne sait toujours pas très bien ce que recouvre le mot culture. C'est un terme polysémique avec beaucoup de variantes. Mais je n'ai pas très bien compris où vous vouliez en venir. Vous disiez que vous comptiez sur Cambouchner pour défendre le pédagogisme, et que vous avez été déçu. Très bien. Et puis vous dites qu'il n'y a plus de pensée dans l'école. Écoutez, là je suis sidéré par ce que vous dites. J'étais jeudi et vendredi à un colloque organisé à Dauphine par une unité en sciences de l'éducation, avec de très nombreux jeunes chercheurs qui venaient défendre ce qu'ils avaient soutenu dans leur thèse, ou ce qu'ils allaient soutenir dans leur thèse, ou dans leurs travaux de postdoc. C'était brillantissime, intelligent, fin, avec des réflexions très fortes, non pas pour contredire Bourdieu et la thèse des héritiers, mais au contraire pour l'affiner, pour mieux comprendre comment se fait-il, c'est ce que dit Bourdieu, est vrai, qu'un certain nombre d'enfants issus de milieux extrêmement défavorisés arrivent à l'école polytechnique, et qu'un certain nombre d'enfants de milieux tout à fait favorisés échouent totalement à l'école. Comment un certain nombre de familles qui veulent que leurs enfants réussissent, un certain nombre de familles de milieux populaires qui veulent que leurs enfants réussissent, abusent de divers procédés pour essayer de pousser leurs enfants. Comment les parents de milieux favorisés abusent, eux, au contraire, du diagnostic de dyslexie et des différentes consultations de psy. Nous avons là une vraie... Je prends juste cet exemple parce que je l'ai en tête, mais nous avons eu là, pendant 2 jours, un festival d'intelligence sur le travail scolaire. Alors ne dites pas qu'il n'y a pas de travail à l'école, qu'il n'y a pas de pensée sur l'école, que vous ne les connaissiez pas, c'est votre problème, mais il y a une pensée. Il ne me semble pas que j'ai parlé en ces termes-là, mais soit. Donc moi, je suis allé à plusieurs colloques de ce type sur le débat sur l'école. Et je suis professeur en exercice. Donc je vois ce qui se passe. J'ai fait dernièrement à très courte échéance, j'ai fait 3 établissements. Donc j'ai vu une petite panoplie de la scolarité, de l'institution scolaire en France, dans 3 établissements différents. Ce que je vois, c'est qu'il y a une baisse du niveau général des connaissances structurées des élèves au niveau culturel. C'est-à-dire les élèves ont des références, mais ces références sont diversifiées et elles deviennent floues. Ils ont du mal à les mobiliser. Et le moment dont vous parliez tout à l'heure, le moment de métacognition. Mais justement, il me semble que dans l'école classique, soit il y avait ce moment de métacognition, c'est-à-dire répétition, récitation, etc. de leçons, soit on pouvait utiliser la structure didactique classique pour élaborer des moments de métacognition. Or, le pédagogisme, la pensée pédagogique réformiste, a déstructuré, a déconstruit la structure même de l'école classique où l'on ne pouvait plus, justement, instaurer des moments de métacognition. Je peux intervenir classique. là? Je termine. Allez-y. Là encore, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous assimilez
l'état de l'école au résultat des réformes voulues par les pédagogues. Les pédagogues n'ont jamais été au pouvoir. Il y a eu un tout petit épisode. René Haby n'aimait pas particulièrement les pédagogues. Belac, pas vraiment. Il y a eu un tout petit épisode, l'époque Savary, où un certain nombre de responsables de l'administration du ministère et surtout de formateurs pour ce qu'on appelait à l'époque les MAFPEN, Missions académiques de formation des personnels de l'éducation nationale, ont été recrutés dans les mouvements pédagogiques. Dès que Chevènement est arrivé, il y a été mis fin, mais même du temps de Savary, on veillait au château et je me souviens que lorsque Mitterrand n'était absolument pas pro-pédagogue, et lorsque Alain Savary a voulu supprimer les mentions au baccalauréat, elles ont été immédiatement rétablies par l'Élysée. Chevènement anti-pédagogue, Monory pas vraiment pédagogue, Jospin, sa culture, si l'on en croit les gazettes, c'est l'OCI, l'OCI, c'est Lambert, Lambert est anti-pédagogue au possible. Vous avez ensuite, enfin, on peut tous les faire. Bayrou n'est pas pédagogue, Allègre n'est pas pédagogue, il se moque des pédagogos et invente cette histoire invraisemblable du référentiel bondissant qui est une pure invention d'Allègre pour se moquer des pédagogues. Enfin, il n'y a pas une seule. Je veux dire, à part le tout petit épisode 81-84, c'est-à-dire pendant 3 ans, et encore de façon très limitée, les pédagogues n'ont pas été au pouvoir. Alors que l'administration, pour un certain nombre de raisons, s'empare de thèmes pédagogiques, utilise les travaux des pédagogues, l'administration utilise les travaux des experts, c'est normal dans toutes les disciplines, qu'on parle de même qu'au ministère de l'économie et des finances, à Bercy, on lit ce qu'écrivent les experts, les économistes, les uns et les autres, et puis on prend un peu à droite, un peu à gauche pour faire une politique. De même, rue de Grenelle, on prend un peu à droite, un peu à gauche. Et la plupart des politiques, maintenant que vous me disiez que Luc Châtel n'a pas de pensée sur l'école, ça, je vous le concéderais bien volontiers. Mais Xavier Darcos en avait une et elle n'était pas très favorable aux pédagogues. Je le sais, je connaissais assez bien Xavier Darcos. Vous avez eu une utilisation. Alors, vous avez eu, en revanche, c'est vrai, des mouvements de réforme. Ces mouvements de réforme, ils ont été décidés par les politiques pour une raison simple, c'est que les besoins de la nation, de l'économie, la définition même de la culture évoluant, Pompidou adorant l'art contemporain, que sais-je, hein, on a un certain nombre de références économiques, culturelles, qui changent et qui font que l'école doit changer. On ne peut pas continuer d'avoir 5% d'une tranche d'âge qui a le baccalauréat comme dans les années 60. On est obligé d'en avoir aujourd'hui 80% au niveau bac pour être dans une économie moderne. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, je ne sais pas à juger ça. Il y a des réformes et ces réformes prennent plus ou moins habilement, de façon plus ou moins astucieuse, plus ou moins honnête intellectuellement, prennent des éléments, parfois chez les réformistes, parfois chez les anti-réformistes. Hein, si vous regardez bien l'histoire du ministère, les circulaires de rentrée, selon qu'elles sont l'œuvre de Darcos ou l'œuvre de l'un ou l'œuvre de l'autre, et si vous prenez l'œuvre de Châtel, alors là, vous voyez à peu près tout et n'importe quoi. Hein, mais vous ne voyez pas un ensemble construit. Monsieur Bouchard a 6-7 minutes d'avance, donc vous pouvez y aller. Alors, justement, là c'est un des points importants. Est-ce que les pédagogues, ou est-ce que la pensée pédagogique réformiste, moderniste, plus ou moins, a été au pouvoir ou pas? Eh bien, constatons ce qui se passe aujourd'hui dans certains points cruciaux de l'institution scolaire et de son évolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'en ai parlé au début, massification. Donc on a voulu massifier, c'est-à-dire tous les élèves, tout le monde va en gros au lycée jusqu'à 18 ans. En gros, c'était ça quand même le principe. Tout le monde va au lycée jusqu'à 18 ans. Pratiquement tout le monde a le bac, 80% a le niveau du bac, c'est-à-dire soit le bac général, soit le bac technologique, soit le bac professionnel, etc. Ou quelque chose d'équivalent. Donc on a massifié déjà le collège,
Et donc le lycée, il fallait absolument massifier. Ça, c'est quand même quelque chose de la pensée pédagogique très profond. C'est pas la pensée pédagogique, c'est la pensée politique. Alors, c'est une pensée pédagogique appliquée aux politiques, si vous voulez, donc qui a été Non, partagée. c'est une pensée du politique qui a demandé au pédagogique comment faire. Oui, d'accord. Sauf que ça a été fait à marche forcée, plus ou moins. C'est-à-dire, les profs ont dû en quelque sorte, on a ouvert les vannes et les profs devaient accueillir tout ça. Donc ça a été quand même relativement terrible. Enfin, j'ai lu récemment, je ne sais pas si vous avez dans un blog sur de Le Monde, donc du site Le Monde, il y avait un témoignage d'une normalienne qui a été prof dans un lycée difficile de banlieue parisienne. Et elle a tenu bon, elle a voulu enseigner, vraiment elle était d'ailleurs elle était plutôt de gauche ou réformiste ou pédagogique. Et elle a un bilan amer de sa vie, donc elle a eu du mal à affronter cette massification, elle est partie en retraite récemment, donc elle a vraiment un témoignage sur cette massification qui est triste, quoi. Ça a été dur, ça a été trop triste, ça a été mal fait, ça a été brouillon, ça a été violent, ça n'a pas été structuré, il n'y avait plus de structure pour accueillir cette massification. Bref, je m'arrête là-dessus, mais je voudrais avancer sur certains points. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a au collège le fameux socle commun de compétences et de connaissances que doivent valider tous les élèves à la fin de la 3e. Or, ce fameux socle commun est absolument exclu de la pensée classique républicaine ou classique ou académique. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui est inspiré par une certaine forme de pensée pédagogique réformiste. Socle commun de compétences, la compétence est absolument absurde d'un point de vue républicain classique. Ça n'existe pas, la compétence pour un élève. L'élève a des connaissances, des savoirs, qui sont eux-mêmes des savoir-faire, mais ce n'est pas des compétences. Il y a les NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'actuellement, on demande aux professeurs de faire beaucoup d'activités informatiques, de faire passer aux élèves des diplômes de compétences informatiques. Alors que, par exemple, en histoire ou en lettres, en français, ou même en maths, on n'a absolument pas besoin de faire d'informatique, ça n'a absolument rien à voir. C'est quelque chose qui est aussi issu de la pensée, une certaine forme de pensée pédagogique, qui est notamment incarnée par la main à la pâte. L'association la main à la pâte. Autre aspect, je fais une liste, je vais vite, je suis désolé, mais je fais une liste. Voilà. Autre aspect important, l'inflation des droits par rapport aux devoirs des élèves. C'est-à-dire l'élève a aujourd'hui de plus en plus de droits, et de par le fait, le prof a de moins en moins de droits. Puisque si l'élève en a plus, le prof en a moins. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il y a un rapport de force qui s'établit entre le prof et l'élève. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un site qui s'appelle, un site de SOS Éducation, qui s'appelle Souffrance de professeur, ou je sais, voilà, et qui fait... Avec une superbe faute d'orthographe dans la présentation. Oui, alors, c'est un site de SOS Éducation, qui est une association de parents d'élèves, je crois, plutôt. Donc, c'est leur responsabilité. Mais vous avez toute une liste de témoignages assez terrifiants de profs qui ont 10, 20, 30 ans d'expérience et qui ont été martyrisés, harcelés, agressés par leurs élèves, alors que, voilà, malgré leur expérience, malgré leur bonne volonté, etc. C'est terrible. Enfin, c'est relativement terrible, en tout cas, pour tout un ensemble de profs. Je ne dis pas que c'est partout, je ne suis pas catastrophiste, mais il y a quand même une masse de témoignages. Je finis sur un dernier point, c'est simplement, par exemple, des dispositifs de modules ou d'accompagnement personnalisé qui sont développés à outrance actuellement par le ministère et par l'institution, qui me semble procéder de principes pédagogistes réformistes, où il faut accompagner les élèves et non pas enseigner à une classe. Donc on a l'opposition entre l'enseignement plus ou moins magistral à une classe, qui est classique, et on développe des dispositifs d'accompagnement personnalisé aux élèves, qui en fait sont des prothèses d'infirmes, c'est-à-dire on traite l'élève et on traite l'institution comme un ensemble d'infirmités qu'il faudrait soigner à travers des dispositifs curatifs, et non pas à travers des institutions culturelles qui se perpétueraient de manière cohérente et assumée et riche, etc. Alors, je termine là-dessus, je vous laisse la parole. Plusieurs choses. On va passer très vite sur un certain nombre de points. La massification, oui, elle a été mal faite. Oui, ce n'est pas le fait des pédagogues, c'est le fait des politiques et des administrations en place. Donc ne confondons pas les deux. Encore une fois, merci.
quelque chose d'un peu plus sérieux, la question du socle. La question du socle n'a pas été inspirée par la pensée pédagogique, elle a été inspirée dans le monde entier par ce qu'on appelle en bon français le long life learning, l'apprentissage tout au long de la vie. C'est-à-dire que l'on admet aujourd'hui, je ne sais pas d'où vient ce chiffre, et je ne sais pas du tout quelle est sa réalité, les prédictions n'engagent que ceux qui y croient. Mais on admet aujourd'hui qu'un jeune de 20 ans changera 2 ou 3 fois de métier dans sa vie. Qu'il faudra donc qu'il transfère d'un métier dans un autre, comme j'ai transféré de mon métier d'enseignant dans mon métier de journaliste ou dans mon métier d'écrivain, un certain nombre de savoir-faire que j'ai acquis devant une classe, ou que j'ai acquis en faisant mes études de lettres. On passe donc là de connaissances à des compétences. Ce sont des notions extraordinairement complexes, dont l'administration s'est saisie de façon extraordinairement maladroite et surtout sans volonté politique. Fillon a inscrit le socle commun dans la loi de 2005. On a eu vraiment l'impression que c'était un alinéa rajouté par quelqu'un au dernier moment sans réflexion. Ensuite, il y a eu Robien qui a publié ce socle dont on n'a absolument pas compris qui l'avait rédigé, ni comment il avait été fait, et c'est ni fait ni à faire. Puis Darcos qui l'a méprisé souverainement, et pendant ce temps-là, la DGESCO, c'est-à-dire l'administration, qui a fait son boulot. Le politique lui avait demandé de mettre un truc en place, donc elle l'a mis en place. Elle n'y comprenait rien, mais elle a fait ce qu'on lui demandait. Le résultat est une catastrophe absolue. Demandez à un de nos meilleurs experts sur cette question, Alain Bollon, qui est expert auprès de l'UNESCO. Il décrit le livret de compétences comme un champ de croix, c'est-à-dire comme un cimetière, le cimetière des compétences. Donc on est en train de tuer aujourd'hui, par mauvaise gestion politique et administrative, de quelque chose qui apparaît au niveau international comme une nécessité, c'est-à-dire permettre à un individu de se rendre compte qu'il a des connaissances et des compétences, c'est-à-dire des connaissances, des savoir-faire, des activités transférables, des potentialités qui ne se limitent pas, qui dépassent le cadre académique. C'est très compliqué à mettre en place et c'est très mal mis en place. Pour les nouvelles technologies, je peux faire le même procès aux politiques sur leur mauvaise façon de faire, et je peux vous dire qu'en sciences de l'éducation, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent, parfois avec un esprit extrêmement critique, parfois moins, sur les nouvelles technologies. Mais dans l'ensemble, les pédagogues sont loin d'être béats d'admiration et de faire leur prière devant les ordinateurs. Il ne faut pas du tout croire ça. Ne prenez pas des centaines d'universitaires, voire des milliers d'universitaires, pour des imbéciles béats. Ce sont des gens intelligents qui réfléchissent au moins autant que vous et qui ont une profonde culture. Maintenant, sur le malheur des enseignants. Oui, il y a un certain nombre d'enseignants extrêmement malheureux. Petite anecdote personnelle, quand j'étais prof, j'ai commencé par être agrégé en collège. Alors, prof agrégé en collège, j'avais les meilleures classes, 4e, 3e, français, latin. En plus, je faisais mon emploi du temps avec 2 classes, c'était parfait, c'était une rente de situation, c'était un vrai bonheur. Et puis un jour, j'ai dit, ça va pas ça, il faut que j'aille voir ce qui se passe ailleurs. Alors, il y avait eu la réforme Abi, les 6e de transition ne s'appelaient plus 6e de transition, on les appelait 6e 10, mais personne ne s'y trompait, c'était la même chose. J'ai découvert ce que c'était que d'entrer en classe avec la peur au ventre, d'avoir peur de gamins de 10 ans, de 12 ans, de ne pas savoir comment on allait gérer sa classe, de ne pas savoir comment on allait finir l'heure. Je sais ce que c'est que de souffrir en tant qu'enseignant. J'ai eu des moments de bonheur dans ce métier extraordinaire, et j'ai eu aussi des moments de malheur. Donc, c'est vrai, il y a des enseignants qui souffrent, et j'ai le plus grande empathie, la plus grande, je ne veux pas dire compassion, ce serait un mot qui n'irait absolument pas, qui me situerait au-dessus ou ailleurs. Non, empathie, je crois que c'est le meilleur mot. Maintenant, il y a de tout. Hein. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. Il y a un type qui était contractuel dans un lycée professionnel, et il a fait
Ça se passait très mal et il a fait, comme ça, c'était un prof très malheureux qui souffrait beaucoup, et il a tenu la chronique dans le Figaro Magazine de ses souffrances. Ça s'est tellement mal passé qu'il a été étranglé par un de ses élèves, il s'est retrouvé à l'hôpital, l'élève a pris 2 ans de prison, et lui, il a fait un bouquin derrière pour expliquer l'horreur d'être, je crois qu'il était architecte, il s'était retrouvé comme contractuel, professeur de dessin appliqué au génie industriel, que sais-je. Et puis il a fait un bouquin pour raconter ça. Et puis moi, journaliste, je reçois le bouquin, je rends compte du bouquin. Et puis j'ai reçu, et je crois que je suis le seul journaliste à en avoir rendu compte, je crois que mes confrères ont oublié cette lettre, j'ai reçu une lettre de ses collègues. Enfin, ou plutôt le double de la lettre qu'il lui avait envoyée. Cher machin, tu nous as bien fait rire. Le lycée dont tu parles, ou que tous les profs fuient, nous, ça fait 20 ans que nous y sommes et qu'il y a la moitié de l'équipe qui est parfaitement stable dans cet établissement. Nous t'avons proposé notre aide dès le départ, tu l'as refusé. Tu renvoyais systématiquement les élèves qui arrivaient en retard, mais toi-même, tu arrivais systématiquement en retard en classe. Tu manquais 1 jour sur 2, tu ne donnais jamais une explication à tes élèves, tu leur balançais des vannes racistes, etc. Alors, c'est vrai, c'est pas bien, machin qui t'a sauté dessus, ce grand blague d'1m90, cette armoire à glace qui mesure en fait 1m65 et qui est gros comme mon petit doigt. Voilà, c'était un mensonge et honte. Alors, il y a des enseignants qui souffrent et qui ne méritent pas de souffrir, et puis il y a des enseignants qui ne méritent pas le respect et qui ne méritent pas mon empathie. Mais c'est vrai que le système a mis beaucoup de gens qui ne méritaient pas de l'être dans des situations très difficiles. Vas-y, alors là, du coup, vous avez 8 minutes d'avance cette fois. C'est pas grave, donc allez-y, faites un tunnel et après on verra où on en est. D'accord. Donc sur ça, j'avais une idée, mais si vous voulez, l'important dans une institution, c'est que ça marche et qu'on respecte certaines compétences, certaines autorités. Donc le problème vient, à mon avis, du fait que justement ce personnage dont vous parlez, c'est quand même anecdotique. Par contre, moi je voudrais signaler le caractère anecdotique de votre... évidemment, c'est anecdotique, mais un personnage comme on peut en trouver, effectivement. Mais en général, les profs aiment quand même leurs élèves, ont quand même beaucoup envie de leur transmettre quelque chose. Mais ce personnage n'était pas professeur, il était architecte, et visiblement avec un certain caractère bizarre pour un professeur. Mon avis, c'est que justement l'institution actuellement, comme ce professeur, elle prend n'importe qui pour être prof. Elle commence à prendre n'importe qui, contractuel, étudiant. Dans mon établissement, par exemple, c'est pas n'importe qui du tout, hein, mais c'est juste des étudiants qui n'ont pas leur diplôme et qui sont prolétarisés, qui doivent être là 24 heures sur 24 dans l'état de fin, qui ont un service de présence à l'établissement énorme, et qui sont en fait les esclaves de l'établissement. Ils sont les esclaves, c'est-à-dire ils sont là pour remplacer toutes les menues tâches des professeurs s'ils sont absents, s'il y a des surveillances à faire, etc. Donc, voilà, on met des prothèses, c'est-à-dire on met des prothèses, on esclavagise, pour moi c'est une forme d'esclave, c'est fort ce que je dis, mais c'est hyperbolique. Mais voilà, on fait ça. Vous avez raison. Et voilà, donc je trouve ça absolument insupportable, enfin intolérable d'un point de vue institutionnel. Je parle, si je me mets à la place du ministre de l'Éducation, est-ce que les enseignants doivent être des professeurs diplômés et avant il y avait d'ailleurs, vous savez, un statut de maître assistant, des choses comme ça. Maître auxiliaire. Je le sais, j'ai été 2 ans maître auxiliaire. J'ai commencé à enseigner à 20 ans avec mes cheveux longs et ma licence de lettres. C'était des choses qui permettaient. En 70, donc juste après mai 68. C'était des choses qui permettaient de faire un pont. Mais aujourd'hui, on trouve des situations, non pas de maître auxiliaire, mais d'assistants pédagogiques, qui sont, donc, comme je l'ai dit, selon moi, des emplois très précaires, très défavorisés. Bref, voilà. Il y a aussi les contractuels, etc. Les vacataires. Les vacataires, donc c'est absolument les TZR. Les TZR, c'est-à-dire donc des profs par contre qui ont le statut de prof, mais qui sont des rustines, qu'on bouge soit d'un mois sur l'autre ou d'une année à l'autre, qui changent d'établissement et qui n'arrivent pas à trouver une stature, une position fixe dans un lycée où ils peuvent s'intégrer à une équipe pédagogique, une équipe administrative, etc. Ça, c'est très gênant, c'est absolument gênant, c'est absolument inconfortable pour un professeur de devoir changer d'établissement, soit tous les ans parce qu'il remplace un enseignant qui n'est pas là,
soit même des remplacements courts sur une semaine, un mois. Donc ça, c'est absolument intolérable. Mais le ministère aime beaucoup ça. Le ministère va dans ce sens. Il veut précariser les emplois, précariser les professeurs, les rendre maniables, manipulables, mutables. Hein, puis il faut les muter dans tous les sens, absolument. Donc voilà, ça permet d'effriter leur structure institutionnelle, ça permet d'effriter l'autorité de l'enseignant. L'enseignant n'a plus son autorité locale, il n'est plus intégré à une équipe de manière harmonieuse, etc. Donc voilà. Est-ce que une des idées importantes sur lesquelles je voudrais revenir également, c'est que justement, pour revenir au combat, au débat entre le pédagogisme et le républicanisme, le classicisme didactique, justement, il y a eu un divorce entre la pensée pédagogique réformiste et la pensée classique républicaine. Et justement, à partir de ce divorce, qui c'est qui en a profité? Ni l'un ni l'autre. Ce qui en a profité, c'est la technocratie, la bureaucratie, l'idéologie de la compétence, l'idéologie du technicisme des nouvelles technologies, technicisme on coche des compétences, etc. Technicisme des équipes pédagogiques dans les établissements, c'est-à-dire on ne fait plus des examens culturels qui éprouvent des élèves à cultiver des savoirs, mais on leur fait acquérir des compétences, des choses très techniques, et puis ça s'organise dans les établissements de telle manière que, de la manière dont je le vis actuellement, de manière absolument technocratique. Enfin, il faut s'envoyer des mails, enfin, ce genre de choses-là, il faut communiquer par mail avec le proviseur, enfin, de la paperasse, enfin, voilà. Une administratisation, une technocratisation du métier d'enseignant, de l'institution scolaire. Et à mon avis, c'est plutôt mauvais, c'est-à-dire c'est plutôt... voilà, en plus ça entre dans un projet qui, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Bernardin, Machiavel pédagogue, qui parle de l'UNESCO, des projets de l'UNESCO pour l'éducation, c'est-à-dire une idéologie mondiale d'éducation des élèves selon des mêmes principes pour tous les pays de la Terre, et des principes plutôt technocratiques, des principes de la compétence, du long life learning, de l'apprentissage des langues, très important pour changer de métier, changer de culture, changer de milieu, changer de tout. Et puis voilà, l'élève va se trouver plongé dans un monde où tout change et où lui, il n'aura aucun repère personnel pour se construire une liberté, pour se construire une identité, pour se construire une culture, pour se construire une autonomie. Voilà. Alors, je vous propose de conclure. Vous avez 5 minutes chacun. Donc, on continue. Non. Alors, allez-y. Je continue. Alors, 3 points importants dans ce que vous avez dit. Donc, encore une fois, je suis entièrement d'accord avec vous sur le danger que représente cette prolétarisation des jeunes enseignants, des vacataires, notamment, et des contractuels. En ce qui concerne le triomphe de la technocratie, je m'amuserai à vous signaler que l'Inspection générale de l'éducation nationale vient de rendre une note au ministre. Cette note n'était pas destinée à fuiter, je me la suis procurée, et elle dénonce pour les IPR le malheur qu'ils vivent actuellement en étant pris dans cette technique que vous décrivez, et la façon dont des gens qui consacraient 80% de leur temps à l'inspection, c'est-à-dire à faire leur métier d'inspecteur ancré dans une discipline, se trouvent à 70% de leur temps maintenant à faire de l'administration et de la gestion des réformes. Et on leur demande d'assumer ce que l'échelon supérieur n'arrive pas à assumer. J'invite ceux qui le souhaitent à se reporter sur le site que j'anime, sur lequel ils trouveront ce rapport qui est téléchargeable. En ce qui concerne l'idéologie mondiale, je suis entièrement d'accord avec vous. Cela fait 2 années de suite que je vais au Qatar. L'émir du Qatar vient de lancer un raout annuel qui s'appelle le WISE, le sommet pour l'innovation en éducation, le sommet mondial pour l'innovation pédagogique. Et on voit très bien dans une enceinte comme celle-ci comment est en train de cristalliser une idéologie
qui est empreinte d'ailleurs un peu au monde anglo-saxon, mais aussi à des philosophies africaines, à des tas de... pas seulement à l'idéologie de la technique et de la technophilie, mais également à celle de la nation arc-en-ciel d'Afrique du Sud. On a des choses là qui sont en train de se passer, qui sont extrêmement importantes, difficiles à lire, difficiles à décrypter, et j'invite tous ceux qui le souhaitent à mesurer l'importance du phénomène avant de décider s'il est bon ou mauvais, parce que l'idéologie de l'Afrique du Sud, personnellement, pour ce que j'en connais, me convient assez bien, mais encore faudrait-il voir de quoi précisément on parle, et cela demanderait à être vraiment clarifié. De même, à l'UNESCO, dans ces enceintes, nous avons des mouvements qui sont en train de se produire et qu'il faut bien comprendre, avec un point effectivement important. Est-ce que la France, et est-ce que le système éducatif français peut rester totalement à l'écart des réflexions qui se produisent ailleurs ? Je n'en sais rien. Personnellement, j'aurais tendance à penser que non. Je ne suis pas souverainiste, je suis partisan de l'Europe. J'espère un jour que notre cadre politique changera et que notre cité sera l'Europe et non plus la nation. Mais au fond, je n'en sais rien, je ne sais pas quelles sont les échéances. Il faut bien un cadre, nous avons un cadre national pour l'instant. Jusqu'à quel point peut-il se démarquer? Quelle peut être son originalité dans la rapidité de ses avancements, dans un sens, dans l'autre? Que doit-il maintenir, ne pas maintenir? Encore faut-il que nous ayons le débat. Et là, je vous rejoins, nous n'avons pas les structures démocratiques d'un vrai débat politique qui permettent à l'ensemble de la nation de donner vraiment son point de vue, et pas par oui ou par non, comme dans un référendum. Mais je voudrais vous taquiner un petit peu pour finir. Vous dites cet enseignant non titulaire, ce TZR, qui va changer d'établissement tous les ans, qui va avoir du mal à trouver ses marques. Dites-moi, vous me faites, là, vous êtes un fervent défenseur de l'idéologie de l'équipe éducative, de l'enseignant pris dans une équipe, du projet d'établissement. Alors que je pensais que vous étiez le représentant d'une pensée qui est que tout se passe dans le dialogue entre l'enseignant et sa classe, et qu'en dehors des murs de la classe et de ce dialogue entre l'enseignant et sa classe, il n'y a rien. Alors, je pense qu'on sous-estime quelquefois l'importance de ce dialogue entre un enseignant et une classe, et l'ensemble des liens qui se tissent entre eux, et qui sont souvent très forts, très importants, et que c'est ces liens qui permettent à ces enfants non seulement de lire Voltaire, mais de le comprendre, de l'aimer, de se l'approprier. Ou même chose pour le théorème de Pythagore, ou pour ce que vous voudrez d'autre. Pour conclure. Mais je pense qu'il n'y a pas que la classe, qu'il y a aussi l'établissement. Dans l'idéal, il devrait même y avoir le bassin. Et je vois que vous êtes tout à fait prêt à me suivre sur ce point. Je m'en félicite. Donc vous avez 6 minutes pour conclure. Oui, ou un peu moins. Alors, donc, je suis effectivement pour que l'enseignant soit intégré à une équipe institutionnelle d'instruction, d'éducation, dans un établissement local. Personnellement, je pense que les enseignants sont à la fois trop nationaux, c'est-à-dire on peut les envoyer n'importe où. Est-ce que c'est... alors, c'est vrai qu'en théorie, ça doit pouvoir se faire, mais ça reste... Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un n'importe où, absolument, en France? Cette idéologie jacobine un peu extrémiste se rencontre avec une pratique institutionnelle actuelle qui est de manipuler l'enseignant pour le faire servir de rustine aux problèmes locaux dans un bassin, comme vous dites, c'est-à-dire dans une académie, on va l'envoyer un peu n'importe où. Un bassin, c'est pas une académie. Oui, enfin, dans l'académie, je parle d'académie, de l'envoyer un petit peu n'importe où. Donc, à mon avis, il y a une incohérence absolue de l'institution à ce niveau, c'est-à-dire qu'il faut... L'institution n'aide pas du tout les profs à s'intégrer à l'équipe pédagogique locale. D'ailleurs, on n'a pas le droit de choisir entre devenir remplaçant ou devenir professeur local dans un établissement. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, donc ça fait partie des absurdités du système. Quand on est remplaçant, c'est par défaut. Et quand on est intégré dans une équipe locale, c'est finalement parce qu'on a eu un peu de chance, mais c'est finalement pas parce qu'on l'a choisi à cause d'un parcours.
Bon, je passe là-dessus. Ce que vous dites au sujet du débat, effectivement, à mon avis, c'est que tout simplement le ministère, l'institution telle qu'elle est actuellement gérée, ne veut pas du débat. Ça l'arrange qu'il n'y ait pas de débat. Parce que, au bout d'un moment, finalement, il faut bien adopter des mesures, et ces mesures qui sont technocratiques, technicistes, administratives, au possible, dénuées de culture, dénuées d'humanisme, etc. Et bien finalement, ça les arrange qu'il n'y ait pas de débat, que les pédagogistes et que les républicains se bouffent le nez. Comme ça, ils piochent un petit peu partout et ils font leur sauce déléguée, leur jus de chaussettes, coupé à l'eau de vaisselle, de technocratie, insipide. Et voilà. Et bon, je terminerai sur un point, c'est que ce qui est le plus en danger selon moi, c'est le rapport de chacun à l'écrit. L'écrit comme support de la construction d'une autonomie personnelle de l'élève. Autonomie culturelle, autonomie de la pensée, autonomie de la réflexion philosophique, citoyenne, politique, ou même spirituelle, religieuse, pourquoi pas, remise en cause des croyances, etc. Cheminement personnel à ce niveau-là aussi, puisque à l'école on lit Voltaire, on lit aussi Pascal, un grand spiritualiste, on lit Balzac, etc. L'école ne permet plus d'acquérir pour chaque élève un rapport à l'écrit sur lequel construire une autonomie personnelle, une identité, une liberté. Et donc je pense que c'est ça qui est le plus en danger, et notamment en danger selon moi à cause des technocraties et des nouvelles technologies qui envahissent l'école. Donc on va terminer là-dessus. À moins que vous ayez une très courte remarque. Allez. Je vous propose de rejoindre le cercle de réflexion des cahiers pédagogiques de façon à défendre ce point de vue. Je pense qu'il y sera tout à fait bien vu. Un homme comme Jean-Michel Zakartchouk serait tout à fait heureux de débattre avec vous de la façon dont on peut travailler cette question de l'écrit pour mieux permettre aux enfants de s'inscrire dans cette culture de l'écrit. Parfait. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà.